Alors pour cette première table ronde, je vais demander à Emmanuel Soubeyran, à François-Loïc Cosset, Hervé Raoul et Joël Limousin de me rejoindre. Et vous pouvez vous répartir comme bon vous semble sur la scène. Ah voilà, je ne vous avais pas vu, Joël. Alors, une petite présentation de chacun de nos intervenants. Emmanuel Soubeyran, vous êtes directrice générale de VetAgroSup, qui forme aussi bien des vétérinaires que des ingénieurs agronomes, que des inspecteurs de la santé publique vétérinaire. François-Loïc Cosset, vous êtes directeur du CIRI, le Centre international de recherche en infectiologie. Hervé Raoul, vous êtes le directeur du laboratoire P4 INSERM Jean Mérieux, avec le niveau de biosécurité de confinement le plus élevé qui soit. Et Joël Limousin, vous êtes agriculteur en GAEC en porc, en lait et en viande bovine, vice-président de la FNSEA, chargé des risques sanitaires et climatiques, et président du FMSE, le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental. Alors, on l'a rapidement abordé déjà dans l'intervention du docteur Monique Éloi tout à l'heure. Il s'agit de la peste porcine africaine et ça va être notre porte d'entrée pour cette première table ronde autour des enjeux économiques et sanitaires qu'il peut y avoir dans le cadre de la santé publique vétérinaire. La peste porcine africaine, qui est apparue en Chine en août 2018 et qui aujourd'hui, on peut véritablement parler de pandémie. C'est à vous, Emmanuel, en tant que vétérinaire aussi, que je m'adresse. La peste porcine, finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ces trois mots qui font peur, tout simplement? Alors, la peste porcine africaine, c'est une maladie virale qui a été découverte en 1910 au Kenya et qui atteint les porcs et les suidés sauvages. Donc en Afrique, on parle des phacochères, par exemple, et puis en Europe, ce sont les sangliers. Donc c'est une maladie dont une forme très virulente, en 2007, a été importée en Europe de l'Est et en fait qui s'est ensuite répandue en Russie, puis dans différents pays, jusqu'en 2014 où elle a été introduite dans l'Union européenne et effectivement, vous l'avez dit, donc elle s'est développée dans différents pays et en 2018, elle est arrivée à la fois à la frontière française, la frontière belge et française, où là elle a été découverte, c'est des sangliers. Et puis en Chine, donc en août 2018, début août 2018 en Chine dans un élevage. Quelques jours plus tard, dans un abattoir à 1000 km de là. Ensuite, elle s'est vraiment répandue en Chine, elle a explosé en Chine, et puis dans toute l'Asie, et on la trouve maintenant au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Taïwan, etc. Donc, quels sont les symptômes de cette pathologie? C'est une maladie très virulente, alors c'est une maladie contagieuse, qui est avec 95% de létalité, donc un porc qui tombe malade meurt pratiquement systématiquement. Ça se traduit par de l'hyperthermie, un abattement profond, et puis des syndromes hémorragiques en fait dans tous les organes, et on retrouve des hématomes aussi au niveau cutané, etc. Donc c'est assez spectaculaire. Ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de vaccin. On en reparlera. Et que donc finalement la seule technique pour essayer de lutter contre cette maladie, une fois qu'elle est entrée dans un pays, c'est l'abattage. Alors en Chine, c'est un fléau énorme. La Chine, c'est le premier producteur et le premier consommateur de viande porcine au monde. C'est un tiers de la consommation qui se fait en Chine. On en est à combien, justement, de porcs abattus aujourd'hui? Est-ce qu'on a des chiffres? Alors quand on regarde les sites officiels, les déclarations officielles, c'est 1 200 000 porcs abattus. J'entends des soulèvements déjà dans la salle. Quand on regarde certaines études prospectives qui sont faites par des instituts prospectifs, en particulier néerlandais, on parle plutôt de 200 millions d'animaux morts. Où est la vérité? Oui. Difficile à dire. En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que ça a des conséquences extrêmement importantes, puisque le prix du porc
de la viande de porc, du kilo de porc, a été multiplié par 2 en Chine, ce qui montre que ça a des impacts économiques extrêmement importants. Alors, autre impact économique, c'est que forcément, pour avoir aujourd'hui un apport en protéines animales, eh bien, les Chinois vont aussi s'approvisionner dans d'autres sources, d'autres filières finalement. Tout à fait. Donc, alors, bon, peut-être mon collègue en parlera tout à l'heure, mais effectivement, ça a des conséquences. En fait, ça a des conséquences sur le marché mondial du porc, en fait, dont des conséquences sanitaires, effectivement, sur la filière, sur l'environnement, donc les animaux sauvages aussi qui sont énormes, mais des conséquences économiques qui ne sont pas uniquement des conséquences sur le pays en question, mais bien des conséquences au niveau mondial. Et puis des conséquences aussi potentiellement pour la santé humaine, au sens pénurie en protéines animales dans certains pays où les protéines animales d'origine porcine sont très importantes. Et donc finalement en Chine, on commence à manger de plus en plus de lapins et de chiens pour compenser. Alors justement, par rapport à ces enjeux économiques mondiaux, on va revenir un peu en France avec vous, Joël Limousin. En tant qu'éleveur porcin, avant de revenir sur les mesures qui ont été prises justement en France, vous, en tant qu'éleveur porcin, comment vous avez perçu le développement à grande échelle de cette épidémie de peste porcine sur le continent asiatique ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ça a été un sentiment de panique général quand on a vu ce qui s'est passé en Chine, surtout la vitesse, comme l'a évoqué Emmanuel, de propagation qui a pu se passer, et ce qui a mis en exergue la nécessité de mettre des dispositifs de biosécurité. Et je pense qu'on a une certaine avancée en France, notamment sur ces suivis, et M. Mérieux parlait de la fièvre afteuse notamment. On a connu cette situation-là, on savait que la capacité de contamination et la vitesse que ça pouvait avoir, donc on s'est dit, il faut vraiment prendre les dispositifs pour pas que ça arrive chez nous. Alors bien sûr, on peut paraître égoïste dans cette situation-là, mais on se rend bien compte dans un continent aussi vaste que si ça arrivait chez nous, ça pourrait être catastrophique et toute la filière porcine européenne se retrouverait complètement laminée. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une cellule de crise, qui ont été les acteurs à ce moment-là qui ont été réunis pour mettre en place des mesures ? Alors c'est une cellule de crise, moi je peux vraiment féliciter, comme l'évoquait Monique Eloi tout à l'heure, cette notion de collaboration. Et moi je peux que féliciter le travail notamment des pouvoirs publics, du ministère de l'Agriculture avec la DGAL, avec les professionnels. Et là, c'était fondamental que l'ensemble des professionnels agricoles, l'interprofession porcine en particulier, le monde sanitaire, les vétérinaires, que tout le monde s'est mis dans le même dispositif pour se dire, là, il faut vraiment faire une barrière parce que où c'était détecté, pour mettre en place ce qui s'est passé à la frontière belge et française. Une barrière physique, donc. Une barrière physique. Avec, là aussi, on a constaté des gens qui ont détruit cette barrière de temps en temps quand même, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de scrupules, et aussi d'arriver à avoir une vraie collaboration avec le monde de la chasse. Parce qu'avec les sangliers en particulier, on a des fois des approches très différentes entre le monde de l'élevage, où l'enjeu économique pourrait être catastrophique, et puis le monde de la chasse qui se disait, mais si on tue tous les sangliers, vous vous rendez compte les conséquences pour nous. Donc il a fallu quand même bien s'expliquer entre l'ensemble des acteurs, monde agricole, le monde de la chasse, mais avec en tête de pont, bien sûr, le ministère de l'Agriculture et l'État, disant il y a une rigueur absolue pour se protéger. Et je crois que le travail qui a été fait vraiment a été bénéfique, a été productif, parce que rien n'est arrivé encore en France. Je croise les doigts. L'inquiétude est grande avec ce qui se passe en Pologne, en proximité d'Allemagne. Je vous avoue qu'on est très 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 inquiet, et moi je lance vraiment l'alerte, y compris dans le secteur de la circulation, parce qu'on avait remarqué il y a déjà 3 ou 4 ans qu'il y avait des petits malins qui importaient des sangliers sans que ce soit dans des circuits organisés. Et là, je pense que moi, j'en appelle vraiment à ce que l'État soit d'une rigueur absolue pour empêcher toute cette circulation. Il y a des bruits qui circulent, là encore, que des sangliers qui viendraient soit de Pologne ou de Belgique avec des petites camionnettes qui viendraient en France. Je ne sais pas si c'est de la rumeur
ou de la vérité. Mais je pense que là, il faut être intraitable parce que pour nous, les éleveurs, ça peut être catastrophique. Alors, quand on parle d'enjeux économiques aussi, ça a demandé aux éleveurs porcins de mettre en place des mesures de biosécurité plus importantes dans leurs élevages. Et quid des éleveurs plein air, par exemple, qui ne peuvent pas assurer les mêmes mesures de confinement? Alors là, vous avez complètement raison. Le monde agricole s'est complètement mobilisé avec les groupements de producteurs parce que la filière porcine est très organisée en groupement de producteurs et la mécanique s'est vite mise en place pour les dispositifs de biosécurité. Aucun éleveur s'est mis en opposition sur le sujet. Alors il est vrai, comme l'a évoqué Emmanuel, le prix du porc qui s'est amélioré très récemment fait qu'on est en meilleure disposition de pouvoir se mettre en place, mais indépendamment de l'enjeu du prix du marché actuellement, je pense que tout le monde avait bien mesuré que c'était la perte des marchés, perte d'exportation, et c'est la capacité d'éteindre complètement une filière en France. Donc tout le monde s'est mis dans le dispositif pour organiser les dispositifs pour se protéger au niveau des élevages. Il est vrai que c'est beaucoup plus facile dans des élevages fermés, et on a eu la même expérience avec l'influenza aviaire au niveau de la volaille. Je vous rappelle qu'au sud-ouest, avec plein de plein air, ça a été catastrophique avec l'influenza aviaire qui est venue par la faune sauvage, qui est venue de l'extérieur, par la migration des oiseaux. Donc là, je pense qu'on a cette difficulté aussi avec l'élevage plein air, parce que beaucoup se plaignent en disant mais c'est des coûts beaucoup plus importants, mais on n'a pas d'autre choix. Et je pense que sans loin de moi l'idée de dire il faut mettre tous les animaux en bâtiment, je rappelle quand même que pour maîtriser la biosécurité, et je parle sous contrôle des vétérinaires, c'est quand même plus facile lorsqu'on est avec des bâtiments fermés. Donc, bien sûr, par rapport au bien-être animal, certains vont nous dire les animaux sont mieux dehors, mais je pense qu'il faut qu'on ait aussi à prendre en compte ces enjeux, et M. Mérieux l'a évoqué, quand ça circule de partout, c'est important à bien maîtriser dans nos élevages les circulations des personnes de l'extérieur qui viennent dans nos élevages, mais aussi la faune sauvage qui peut circuler autour de nos bâtiments. Donc vous imaginez bien, quand on est avec des élevages plein air, lorsqu'on dit qu'il faut 2 voire 3 clôtures si nécessaire pour mettre de la distance, parce que la contamination pour les animaux c'est de groin en particulier, mais aussi un sandwich qui est balancé et hop, ça y est, c'est reparti. Donc on sait que la contamination peut être rapide, fulgurante. Donc pour nous, la filière porcine, l'interprofession est complètement mobilisée. Et il n'y a pas de prix en tant que tel. L'enjeu, c'est d'éviter qu'on soit contaminé en France, mais c'est un enjeu européen, bien évidemment. On ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe en Chine. Alors bien sûr, certains vont dire le malheur des uns fait le bonheur des autres en matière de prix, mais les choses peuvent être complètement renversées. Oui. Et on sent bien que le commerce mondial est tel qu'aujourd'hui, même les Russes pourrait demain aller sur ce marché chinois pour peut-être prendre la place pour exporter de la viande porcine, même si la Chine en a peut-être pour 5, 6, 7 ans avant de s'en remettre, parce que quand on entend les propos d'Emmanuel, on se rend bien compte que c'est catastrophique et ça va mettre du temps, notamment avec des élevages diffus. Et je crois qu'il faut qu'on en tire des enseignements. Plus on va avoir des élevages plein air, mais là, je ne veux pas m'attirer les foudres de guerre là-dessus par rapport à l'élevage plein air. Je dis simplement que l'enjeu biosécurité est beaucoup plus compliqué en élevage plein air. Alors justement, Emmanuel, est-ce qu'on peut s'attendre à une durée d'épidémie de peste porcine? Est-ce qu'on sait combien de temps tout cela va durer? C'est un peu une boule de cristal, mais... Oui, non, c'est ça, j'ai pas de boule de cristal, mais on peut supposer que ça va durer un certain temps. C'est un virus qui est là depuis longtemps. La seule maladie animale qu'on ait complètement réussi à éradiquer, c'est la peste bovine en 2011. C'était juste l'année des 250 ans d'ailleurs de la profession vétérinaire. Mais voilà, donc ce qu'il faut... Il a dit, on a vu, il y a une grosse difficulté, il y a le problème de l'absence de vaccins. Monsieur Alain Mérieux parlait tout à l'heure disait tout à l'heure qu'il y avait des maladies dont on pouvait quand même se prémunir assez facilement, pour peu qu'on mette les moyens et qu'on soit bien organisé. On a parlé de la rage. Là, c'est vrai que c'est quand même plus compliqué. L'absence de vaccin fait que c'est beaucoup plus compliqué.
Et donc, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'on en a pour un certain pour un petit temps. bout de temps. Ouais. Alors là, on parle en plus d'une pathologie qui est spécifique à l'espèce porcine. On ne parle pas d'une zoonose, d'une maladie transmissible aux humains. Vous, François-Loïc Cosset, par exemple, vous allez être plus travailler sur des pathologies transmissibles de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal. Est-ce que cette circulation des agents pathogènes, c'est quelque chose aujourd'hui qui effraie justement quand on travaille dans ce domaine-là? C'est vrai que la peste porcine ne concerne pas tellement les activités que nous menons au CIRI, le Centre international de recherche d'infectiologie qui est juste à côté. On a 400 personnes et 23 équipes qui s'intéressent à différents aspects de recherche fondamentale sur les maladies infectieuses avec la virologie, l'immunologie, la bactériologie, mais aussi des activités très interdisciplinaires et de transfert vers la clinique et l'industrie autour des maladies infectieuses. Et c'est vrai aussi que ce qui nous intéresse, c'est surtout les maladies infectieuses chez l'homme. Mais je pense que, comme vous le disiez, il ne faut absolument pas ignorer qu'au moins les 3/4 des maladies infectieuses chez l'homme sont causées par des pathogènes qui viennent du monde animal. Et pour nous, considérer les aspects selon un aspect global, c'est-à-dire les relations entre l'homme, l'animal, les habitats des uns, les écosystèmes, et surtout la perturbation des écosystèmes, dont une grande part est quand même due aux activités humaines, est quelque chose qui est absolument fondamental à comprendre, éventuellement pour trouver des solutions pour mieux contrôler les flux entre des pathogènes entre les animaux et l'homme. Pour la peste porcine, aujourd'hui, il n'y a aucune inquiétude d'une potentielle mutation du virus, et puis c'est pas quelque chose qui... Il y a de nombreux autres exemples sur lesquels, effectivement, des pathogènes bien installés dans la sphère humaine sont venus du monde animal. Est-ce qu'il y a une zoonose en ce moment qui va susciter plus, justement, votre attention et vos recherches? Alors, je ne vais pas parler au nom de tous les acteurs qui composent le CIRI, mais je prends un exemple peut-être qui concerne aussi le laboratoire P4 sur par exemple la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, donc qui est une fièvre hémorragique qui vient du monde animal, qui est un virus en dose zootique qui en général est restreint pour la plupart des espèces qui le concernent dans le bétail et éventuellement chez d'autres espèces. Il se trouve que c'est un large groupe de virus qu'on appelle dans notre jargon les nérovirus et qui bien sagement restent la plupart du temps chez des espèces animales. Alors par contre, certains de ces membres ont eu un succès plus grand et ont réussi à franchir les barrières d'espèces qu'on appelle la zoonose, et notamment c'est le cas du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo qui a réussi à franchir la barrière d'espèces et arriver chez l'homme avec un nombre de cas extrêmement importants en Europe de l'Est, en Afrique, en Asie. Mais pourquoi à un moment franchit-il justement cette barrière d'espèces? C'est à cause de quoi? La promiscuité entre les espèces? Il y a beaucoup de facteurs, mais c'est vrai que l'intensification de la circulation des animaux, des plantes aussi, et puis les changements climatiques qui contribuent énormément. Par exemple, un des vecteurs importants des nérovirus sont les tiques. Les tiques, vous savez, ces petites bestioles qu'on trouve l'été et qui restent dans votre peau si vous ne les enlevez pas pendant plusieurs jours. Alors la plupart des tiques en Europe ou en France ne sont pas infectés par le virus, mais ces tiques sont quand même l'agent, le premier agent de transmission de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Il se trouve qu'avec le changement climatique, les insectes, comme nous tous d'ailleurs, aimons les climats de plus en plus chauds. Donc les tiques, qui étaient les vecteurs privilégiés de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui en général étaient restreintes à une ceinture sur la planète restreinte, est en train de s'élargir. Et donc ces tiques commencent à envahir des pays, en Europe, en France, en Europe du Sud notamment, dans lesquels on ne les avait jamais vus pour l'instant. Et si ces tiques deviennent aussi porteuses du virus, on peut imaginer des scénarios sur lesquels les cas, les combinaisons de transmission du virus à l'homme vont se multiplier. Alors Hervé Raoul, vous êtes aussi impliqué dans la recherche avec des noms de virus Nipah, Endra, des jolis petits noms pour des risques majeurs aujourd'hui que l'on a. On les étudie chez l'homme, bien sûr, parce que ce sont des pathologies humaines, mais là, il y a le lien avec le monde animal, c'est que les réservoirs, ce sont justement des réservoirs animaux.
Oui, absolument. Vous avez évoqué Nipah, mais il y a plusieurs autres virus qui sont traités au niveau de confinement 4, donc qui sont essentiellement des fièvres hémorragiques et aussi responsables d'encéphalite gravissime, qui en fait posent deux problèmes et qui créent un lien avec le monde vétérinaire. Le premier lien, vous l'avez évoqué, c'est le réservoir. Vous avez des virus, donc des énipavirus comme Nipah qui ont émergé en Asie du Sud-Est, dont le réservoir, on le sait aujourd'hui, est une chauve-souris frugivore. Et c'est extrêmement important d'être capable aujourd'hui de comprendre pourquoi cette chauve-souris héberge ce virus, comme beaucoup d'autres virus d'ailleurs qu'on trouve sur la planète, la rage notamment est un excellent exemple, c'est de comprendre pourquoi ce virus arrive à se multiplier, à se maintenir dans un animal sans la tuer, parce que je pense qu'on en tirera beaucoup d'enseignements. Ensuite, être capable de comprendre aussi ce qui se passe et de suivre ces animaux permettra de faire de l'épidémiosurveillance, c'est-à-dire au moins d'identifier des zones où il y a des foyers où potentiellement l'homme peut être contaminé. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là, il y a énormément de travail à faire. Je vous raconterai des histoires si je vous expliquais qu'aujourd'hui, à Lyon ou ailleurs dans le monde, on était capable de manipuler des chauves-souris qui font 2 mètres d'envergure, et qui sont gros comme des renards. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc il y a beaucoup de travail à faire et je pense que là, il y a un vrai échange dans ce domaine-là. La deuxième chose que vous avez un peu évoquée avant, et que François Loïc a évoqué aussi, c'est toute la partie animale intermédiaire. Et typiquement, Nipah, qu'on peut conserver comme exemple, est un très bon exemple au début. Quand il a émergé en Asie du Sud-Est, le réservoir était une grosse chauve-souris frugivore, et avant qu'il infecte l'homme, il passait par le cochon. Et là, on en vient à des pathologies, et ce qui a été évoqué au début sur la fièvre porcine, ça a été un vrai problème, parce qu'il a fallu abattre tout le cheptel de cochons en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire en Malaisie, en Indonésie. Donc ça a un coût économique, bien évidemment. Et ensuite, il passait chez l'homme. On a un autre exemple qui est extrêmement intéressant sur le plan de l'intérêt d'étudier les animaux et d'avoir un lien avec le service vétérinaire, sur une autre industrie, cette fois, qui est un petit peu plus noble, mais qui rapporte beaucoup d'argent. C'est lorsque le même type de virus a émergé en Australie, avec un virus qui s'appelle Andra. Le réservoir était également une grosse chauve-souris frugivore du type Pteropus, et l'autre intermédiaire, c'était le cheval. Et là, l'histoire n'est plus tout à fait le même, parce que quand ce virus a émergé dans la région du Queensland, en Australie, qui est une région australienne où on élève énormément de chevaux de course, notamment, de devoir voir disparaître les cheptels de chevaux de course a eu un impact économique important. L'impact sur la santé humaine a été mineur à ce moment-là, parce qu'en fait, seuls les vétérinaires qui intervenaient sur les chevaux malades ont été contaminés. Il y avait très peu de transmission de l'homme à l'homme, donc on a pu maintenir. Impact mineur. Voilà, on a au moins deux... On a au moins deux exemples de thèmes qui doivent être développés intimement entre la médecine infectieuse humaine et la médecine infectieuse vétérinaire, c'est clair. Mais alors, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à voir de plus en plus, justement, de par la promiscuité de plus en plus importante des humains avec les animaux, que ce soit les animaux de compagnie, les animaux d'élevage, même la faune sauvage, est-ce qu'on peut s'attendre à voir émerger de plus en plus de pathologies, de zoonoses de ce type ? Mais on l'a vu. On l'a vu typiquement si vous reprenez la dernière épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Typiquement au départ, le début des épidémies d'Ebola sont liées à la chasse conduite par l'homme auprès de la population de grands singes en forêt. Dans les pays d'Afrique centrale, on a essentiellement des gens qui sont chasseurs-cueilleurs. Donc quand en plus ils trouvent un singe mort, c'est moins compliqué, la journée se termine plus vite et on peut aller manger. Seulement quand il était contaminé par Ebola, la maladie passe à l'homme. Et ce qu'on a vu en Afrique de l'Ouest a été quelque chose de tout à fait différent. Et là, je pense qu'on est probablement plutôt passé par un intermédiaire de type rongeur. Et même si la chauve-souris est probablement le réservoir au départ, avec un cas index, et on connaît les problèmes qui sont liés à la culture, notamment au moment des funérailles dans ces pays-là, qui favorisent la propagation. Et ensuite, à la globalisation, c'est-à-dire que, parce que si vous êtes un jour allé à Guékédou, en Guinée, ce n'est pas la banlieue parisienne. On est vraiment en zone forestière. Seulement avec la globalisation, les gens qui circulent de plus en plus entre les frontières, parce que bloquer les frontières, c'est juste une stupidité quand on fait face à ce type de début d'épidémie. Et bien en fait, très vite, l'épidémie s'est répandue, et lorsqu'elle a atteint les zones urbaines, c'était terminé. Ce serait plus compliqué
faire un commentaire aujourd'hui sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, parce qu'il nous manque beaucoup d'éléments, parce que c'est compliqué, on est dans des zones très hostiles, mais on est en train, le virus est en train d'atteindre des zones urbaines importantes, notamment proches du Rwanda, et on risque d'avoir des choses qui sont liées cette fois à la globalisation. Donc, je ne le souhaite pas, mais clairement, si on ne fait pas ce qu'il faut pour s'en protéger et prévenir le développement de ce type de maladie demain, on aura des grosses épidémies qui seront liées à des pathogènes qui viennent des animaux qui se répandront dans la population humaine civile. Donc on aura des crises sanitaires aussi bien humaines, animales, que encore plus aussi peut-être de crises sanitaires dans les filières de production animale aussi. Alors dans les deux cas, on peut s'attendre à des développements de crises sanitaires. Mais absolument. On a parlé tout à l'heure de l'influenza, la grippe aviaire. Moi, je me souviens en 2007, quand ça a commencé à se répandre, ça tuait évidemment toutes les volailles, ça posait un énorme problème dans les élevages, et puis ça tuait des gens aussi. Alors, ils ne se transmettaient pas très bien de l'homme à l'homme, donc ça nous a bien aidé aussi. Mais il n'empêche que quand les gens ont voulu commencer à l'étudier pour trouver des moyens pour se prémunir contre l'infection chez l'homme, ils sont venus nous voir, et nous ont demandé d'essayer de travailler là-dessus. Alors, au P4, le seul modèle qui est vraiment adapté, c'est le furet. Et dans des zones de confinement comme les nôtres, travailler avec un furet, si on ne l'a pas préparé, c'est un truc extrêmement compliqué. Le furet, c'est compliqué à bloquer, c'est compliqué à endormir, c'est compliqué à maintenir anesthésié vivant, etc. On n'en trouve pas beaucoup. Donc ça aussi, c'est un autre problème, je pense, sur lequel il faudra qu'un jour on discute un peu plus. C'est la disponibilité de ces animaux en tant que modèle expérimental en Europe, parce qu'on est dépendant de beaucoup de pays, et je ne reviendrai pas sur les primates non humains, mais l'exemple du furet, il est criant, c'est-à-dire que le seul fournisseur à l'époque qu'on ait pu trouver est américain. Ils nous ont livré des furets pour faire nos études, notamment de réponse immunitaire, et il se trouve que tous les furets qu'ils nous ont livrés avaient déjà été contaminés par le virus de la grippe aviaire. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir les utiliser. Voilà. Et alors, quand on sait que d'ici 2050, la population elle aura atteint 10 milliards de personnes sur Terre, on s'attend à un bond de 70% en demande de protéines animales. Donc ça, c'est encore un risque sanitaire accru. Et là, peut-être, Joël Limousin, je m'adresse à vous en tant qu'éleveur. Comment on va faire pour garantir la sécurité sanitaire alimentaire de la population dans des élevages qu'on va chercher à avoir de plus en plus importants, avec une promiscuité entre les animaux de plus en plus importante aussi. Je pense qu'on est conscient qu'il va y avoir une population qui va augmenter et qu'il va falloir nourrir cette population. Nous, notre posture, c'est plutôt justement de produire sur place. Plus la production sera localisée, moins on va contribuer à faire des développements de maladies. Alors bien sûr, on n'empêchera pas le commerce de l'ensemble des productions, mais on s'aperçoit que être simplement à se dire, nous l'Europe, on va tout exporter, ou les États-Unis, ou les pays émergents vont envoyer ailleurs. Bien sûr, on va avoir des allers-retours, mais on sait très bien qu'on exporte, mais aussi on importe. Donc après, c'est de savoir de quelle manière cette population va vouloir se nourrir. Vous parlez de protéines animales. On voit bien qu'il y a un espèce de courant pour aller plutôt sur de la protéine végétale. Donc il y a un certain nombre de contradictions, mais on sait très bien que toute cette population qui veut accéder à l'alimentation veut aller sur les protéines animales. Donc nous, on est dans un pays riche où on veut dire arrêtez de manger de la viande. Donc on a quand même ces paradoxes, je le dis quand même au passage. Nous, ça nous perturbe en tant que producteurs. Ceci étant dit, notre volonté, c'est véritablement à chaque fois, lorsqu'il y a de la mise en production, c'est pas de faire des mastodontes d'élevage. Et on a vu ce qui s'est passé quand même en Chine. On avait des systèmes de porcherie à étage. Le jour où ça tape, c'est quelque chose de catastrophique. Donc on a une vraie différence d'approche entre ce que l'on peut avoir comme vision de type d'élevage, certes réparti sur l'ensemble des territoires, mais la vraie question, c'est de savoir comment on gère cette biosécurité au niveau de l'ensemble de nos continents. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de frontières au travers du sanitaire. On sent bien qu'au niveau de l'Europe, dès qu'on veut fermer avec ce qui s'est passé avec la Belgique, c'est infime comme situation, mais on voit bien qu'avec toute la circulation, la contamination peut se faire par d'autres biais que
la circulation des animaux. C'est bien les êtres humains eux-mêmes, parce qu'ils peuvent apporter, on a vu aussi des maladies arriver par des animaux des pays exotiques, etc., qui arrivaient, ou des plantes exotiques, on le voit, y compris dans certains marais, des productions végétales qui sont arrivées, mais qui sont venues d'ailleurs. Donc je pense que là, il doit y avoir une rigueur absolue, mais nous, en tant qu'agriculteurs, notre volonté, c'est d'aller sur l'autonomie alimentaire et surtout de ne pas être dans une situation de se dire on va faire à manger pour le monde entier au niveau de certains continents. Donc c'est plutôt de développer la production, y compris en Afrique, notamment de permettre de produire sur place et d'éviter d'être systématiquement à vouloir faire des échanges qui peuvent être quelquefois douloureux pour le volet sanitaire. En même temps, on sait qu'on a besoin à la fois de circuits courts et de circuits longs aujourd'hui. Enfin, ça fait partie de l'économie mondiale. Donc ça là, on est en train de toucher mondiale. aux enjeux économiques, mais, justement. On sent bien que chez nous, les gens aspirent à des circuits courts, mais il faut qu'on puisse garantir l'aspect sanitaire. Moi, je vous avoue que je suis quelquefois perturbé sur notamment l'abattage à la ferme. Excusez-moi du peu. Mais on a mis en place des dispositifs d'abattage dans nos abattoirs avec des rigueurs sanitaires. Aujourd'hui, certains, pour le bien-être animal, en disant il ne faut pas que l'animal souffre, il faut qu'il soit abattu sur place. Moi, je veux avoir la certitude qu'on ne va pas faire un retour en arrière dans la garantie sanitaire pour l'alimentation de l'ensemble des citoyens. Moi, je lance quelques alertes là-dessus parce que quand vous allez avoir la rupture, l'animal va être abattu et puis qu'on va pouvoir l'amener, une fois abattu, dans un atelier de découpe. Enfin, quand on voit le circuit qui se passe dans un abattoir, où on a cette rigueur sanitaire et à chaque fois qu'un animal peut avoir un problème, c'est saisie totale de l'animal, alors que là, on serait prêt à faire n'importe quoi, soumis à des températures. Moi, ma crainte, c'est de voir arriver demain des intoxications alimentaires, on en parle peu, qu'on a fait disparaître par cette évolution sur la rigueur des circuits d'abattage des animaux. Moi, donc il va falloir allier par la suite quantité, qualité, bien-être animal et sécurité alimentaire. Ça fait quand même 4 points qui vont pas forcément être évidents à intégrer. Mais y compris sur le fait de connaître l'origine des animaux, d'aller sur des circuits courts. Tout ce qui est petit, c'est le meilleur. Je dis attention, il faut qu'on puisse respecter les mêmes règles sanitaires, parce que l'aspect gustatif, c'est ce qu'attendent les citoyens et les consommateurs, en disant je veux savoir d'où ça vient, comment ça a été produit, mais on voit qu'on importe quelquefois des produits alimentaires avec des intrants qui sont interdits chez nous. Enfin, on a des espèces de paradoxes dans ce pays qui deviennent un petit peu compliqués. En parlant de règles sanitaires, justement, Emmanuel, si on reprend l'exemple de la peste porcine africaine, c'est vrai qu'on est sur des élevages qui n'ont justement pas du tout les mêmes normes hygiéniques et sanitaires que l'on peut avoir en France, en fait. D'où la propagation aussi du virus et ça aussi, ça participe finalement au développement des épidémies. C'est sûr que je pense que notre système européen, en fait, et français de prévention des maladies, de prévention des problématiques de sécurité sanitaire, aussi de lutte contre l'antibiorésistance. On a vu toutes ces questions étaient des questions de santé publique vétérinaire. Il est assez strict, il est même très strict. On a une organisation sanitaire qui est bonne et c'est très important. Et c'est vrai que c'est pas pareil dans tous les pays. Je dis pas que c'est pas bien ailleurs, mais il est clair, Monsieur Mérieux l'a dit, qu'il y a des pays où il y a des services vétérinaires et où il y a aussi un problème de maillage vétérinaire. C'est important. Alors après, on peut dire, oui, il y a de la distorsion de concurrence, mais en fait, je pense que Joël sera d'accord avec moi. De toute façon, c'est un plus pour les acteurs économiques. Il faut qu'ils considèrent ces
ces exigences qui peuvent être vécues comme des contraintes, au contraire comme finalement des facteurs de compétitivité en fait, pour pouvoir valoriser leur propre production. Et j'aimerais faire réintervenir aussi Hervé Raoul et François-Loïc Cosset. Donc je sais qu'on n'est pas sur la peste porcine africaine avec vous, on est plus sur les pathologies, les zoonoses. Dans le cadre, j'insiste par rapport à la question que je vous ai posée tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment une pathologie aujourd'hui qui fait plus peur peut-être que d'autres, qui va être un des enjeux sanitaires majeurs du XXIe siècle, autant chez l'homme que chez l'animal? Est-ce qu'il y en a une qui ressort en ce moment sans nous effrayer forcément? Je pense qu'il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Et je pense qu'on peut s'attendre à ce que la situation s'aggrave. On voit très très bien, on a parlé du changement climatique, mais on peut aussi, il faut parler du changement des sols, des habitats. Pour ceux qui ont voyagé par exemple en Asie du Sud-Est plusieurs fois, on est sidéré de voir les forêts primaires qui ont été abattues pour la culture d'huile de palme. Mais évidemment, les animaux qui étaient abrités dans ces forêts ne sont pas tous morts, ils sont forcément allés vers des villages. Et on parlait tout à l'heure du virus de Nipah. Donc tout ça, c'est des scénarios. Certains sont connus maintenant, ont été retracés, d'autres sont encore inconnus, et je ne veux pas effrayer les gens, mais je pense qu'on doit être vigilant et on doit s'attendre à ce que ce ne soit pas fini et qu'il n'y ait pas une pathologie qui l'emporte, mais peut-être de multiples scénarios qu'on n'a pas encore réussi à appréhender qui vont survenir. Et dans ces cas-là, on voit plus des enjeux justement sanitaires, ou est-ce qu'il y a aussi, puisque c'est l'objet de notre table ronde, des enjeux économiques quand on parle de maladies de ce type? Est-ce qu'il y a une dimension économique à cela? Justement, est-ce qu'il y a des fonds à soulever? Enfin, ça, on va peut-être l'aborder dans la deuxième table ronde, mais... Je pense que de toute évidence, le poids sociétal des maladies infectieuses qui augmente est très lourd à payer, et arriver à contrôler non seulement ce qui se passe chez l'homme en termes de prévention, de diagnostic ou de traitement ou de prise en charge des patients, évidemment fondamental, et on arrive relativement à bien le faire dans nos sociétés, mais arriver aussi à imaginer comment à la source prévenir les transmissions, arriver à trouver des guidelines qui vont peut-être en ayant appris des situations de transmission zoonotique, comment est-ce qu'on peut enrayer des choses, est aussi un enjeu fondamental sur le plan économique. Hervé Raoul. Oui, moi je pense, je suis tout à fait d'accord. L'influenza a aussi été citée, ça me paraît extrêmement clair. Je pense qu'on n'y échappera pas, il y aura d'autres épisodes. Il y a des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Nipah, Andra sont des vrais exemples. C'est-à-dire que dans les années 90, ces virus, on ne les connaissait pas. Ils ont émergé en émanant de la faune. Ils sont passés chez l'homme. Aujourd'hui, ils posent des problèmes majeurs au Bangladesh et en Inde. D'accord, avec des nouvelles souches en plus qui sont modifiées, qui cette fois sont beaucoup plus pathogènes, qui se transmettent extrêmement bien de l'homme à l'homme. Donc c'est des choses qui évoluent. Et puis il y a des enjeux économiques qu'il ne faut jamais oublier si on n'est pas prêt. Moi je me souviens, après le 11 septembre 2001, ce qui s'est passé aux États-Unis, l'épisode des enveloppes à l'anthrax, j'avais des camarades qui travaillaient sur la problématique les armes de destruction massive et leur prolifération. Ils étaient spécialisés dans le domaine du chimique et du nucléaire. Et ils me disaient, mais vous les biologistes, vous avez quand même des trucs extrêmement puissants, parce que votre anthrax, là, il a fait 5, 10-6 mégamorts aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il y a eu 5 morts aux États-Unis par l'anthrax à la suite de ces épisodes. Seulement, le coût économique que ça a eu et l'impact que ça a eu sur l'organisation du pays a été énorme. Ça a coûté des milliards de dollars, cette affaire. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier non plus cette vision des choses qu'on peut avoir. Si on n'est pas prêt, on peut vite avoir un impact économique parce qu'on ne saura pas gérer quand on aura la catastrophe. Et gérer aussi les relations entre... Après, ça a une dimension géopolitique, finalement. Au-delà de sanitaire économique, on arrive d'un seul coup à une dimension géopolitique. Oui, bien sûr, oui. Et moi, si on reste dans le domaine que je viens d'évoquer, en plus, moins on démontrera qu'on est prêt et qu'on est capable de maîtriser, et plus on laissera les fantasmes croître, et plus, en cas de crise, on devra faire face à des choses qui seront liées effectivement à des choses très politiques et qu'on ne maîtrisera pas non plus, qui peuvent avoir un impact économique et géopolitique majeur, bien sûr. Alors, on arrive à la fin de cette première table ronde. Est-ce que vous vouliez rajouter un mot, l'un ou l'autre, sur justement ces enjeux sanitaires ou économiques ? Si je peux me permettre, oui. J'ai pas le sentiment que la population se rende compte de ces enjeux que les spécialistes ont pu évoquer. Moi, en tant qu'éleveur, quand je vois tout ce qu'on a pu
à voir avec l'influenza aviaire, la fièvre catarrhale-ovine, la fièvre porcine africaine, parce que pour nous ça fait moins peur que la peste porcine africaine, bref. On a le sentiment qu'on est au quotidien sur ces questions-là, et puis il y a une focalisation sur, à chaque fois que les gens s'alimentent, ils ont le sentiment d'être au risque de s'empoisonner, parce qu'il y a des antibiotiques, parce qu'il y a un certain nombre de questions, notamment sur l'antibiorésistance, qui sont posées, alors qu'on a fait des réductions phénoménales de réduction dans les antibiotiques. Alors, il y avait des choses à faire. Et je pense que la collaboration entre nous doit vraiment s'accentuer. Parce que nous, on n'est pas spécialistes. On est vraiment des éleveurs, on est des passionnés dans nos élevages. On veut faire au mieux, bien sûr répondre aux enjeux de bien-être animal, mais on a besoin, dans cette collaboration avec le monde vétérinaire, avec les spécialistes pour faire cette anticipation, et notamment sur la prévention. Vous l'avez dit, je suis président du Fonds de mutualisation sanitaire, mais à chaque fois, nous, notre entrée, c'est plutôt de mettre des dispositifs de prévention. Faire de façon à ce que les agriculteurs, on les accompagne dans les dispositifs pour éviter que la maladie nous arrive. Parce que quand il y a du curatif, ça coûte des sommes extravagantes. Et pour les éleveurs, ils n'arrivent même pas à s'en remettre. Donc je pense que tout ce qui sera fait, ça vaut aussi pour le végétal. Mais dans le secteur animal, c'est fondamental de pouvoir avancer sur ces questions-là. Et cette collaboration, y compris sur la connaissance des données et cette relation partenariale, notamment entre le monde vétérinaire et les éleveurs, on voit bien, c'est un autre chantier qu'on essaye d'avoir parce qu'avec des fois des désertifications dans le monde rural et dans le monde professionnel agricole où on manque de vétérinaires dans certains endroits, où l'élevage, eh bien, les agriculteurs disent il n'y a plus de vétérinaires, soit l'élevage disparaît, soit les animaux, ils vont à l'équarrissage directement. Enfin, on a des situations quand même qui sont quand même assez dramatiques. Donc cette collaboration pour l'anticipation et la prévention me paraît fondamentale. Alors cette collaboration, on va y revenir dans la deuxième table ronde. Emmanuel, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose avant de Pour passer. aller un petit peu dans le sens de ce que dit Joël, mais alors là, pas tellement sur la partie éleveur, mais surtout sur la partie finalement grand public. Je pense qu'il y a aussi un manque de connaissances de certains nombres de ces sujets. Oui. Et moi, j'ai été très frappée par la mort en 2017 d'un enfant dans la région, je crois, de 10 ans qui avait contracté la rage en allant en vacances avec ses enfants au Sri Lanka. Il avait, avec ses parents, et il avait joué avec un chien sur la plage. Il y avait finalement pas de connaissance des enjeux, pas peut-être suffisamment d'informations, etc. Et moi, c'est quelque chose qui me frappe aussi et qui me fait dire que voilà, c'est important qu'on ait des actions de communication, d'information sur ces risques. En fait. Vu justement aujourd'hui les déplacements des populations, les voyages. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il est temps pour cette première table ronde autour des enjeux économiques et sanitaires. Emmanuel, vous restez avec nous. Joël, Hervé et François Loïc.